Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. Ils ont été en première ligne face au Covid-19. 7 mois après, l'épidémie est toujours là. Les soignants, eux, sont toujours au front. On se souvient de ces images au plus fort de la crise. Ils étaient des milliers de Français chaque soir à 20h à applaudir à la fenêtre ou au balcon pour leur rendre hommage. Et la vie a repris son cours. Cet élan populaire a disparu. Quel soutien aujourd'hui pour le monde hospitalier? Ce sera notre thème du jour. Mais d'abord, nous retrouverons Evan du côté de Lorient. Salut Evan. Tu nous présentes ce matin une chouette innovation. Salut Anne Fanté. Exactement, une belle initiative dont toute la Bretagne peut être fière. Ce matin, je vous propose de hisser la grand voile sur les chantiers navals de Quéroman à Lorient, où derrière moi se trouve le voilier cargo de l'entreprise morlaisienne Grand Sail. Alors Grand Sail, il propose notamment du chocolat ou du café qu'on peut trouver en supermarché, et pas que d'ailleurs, en épicerie fine. Bref, on en reparlera. Mais en tout cas, ils vont bientôt partir chercher leur fève de cacao et leur café de l'autre côté de la planète, mais à la voile. Et Loïc, tu seras le capitaine de ce voilier. Salut Loïc. Salut Evan. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les valeurs de Grand Sail? C'est un beau projet derrière cette tablette de chocolat. Les valeurs sont assez simples en fait. On est des épicuriens, on aime les bonnes choses et du coup la première c'est le goût, tout simplement. Et vous aimez la mer aussi? On aime la mer et c'est vrai que l'aventure est notre deuxième valeur parce que aller faire de la voile et traverser l'Atlantique, c'est quand même très cool. Alors justement, pourquoi avoir choisi d'aller chercher vos matières premières à la voile? C'est assez simple en fait. L'idée, c'est pas d'aller chercher les matières premières, c'était de créer un besoin de transport avec comme objectif de recréer une marine marchande à la voile avec des voiliers purs, sans moteur, pour pouvoir se promener tout simplement. Donc ce voilier, il va partir dans 3-4 semaines à peu près. Et il y aura quoi dans les cales au départ depuis la Bretagne? Alors là, l'idée, c'est de prendre du vin bio. Okay. Alors pourquoi du vin? Parce que, comme je l'ai dit, on est épicurien et c'est quand même très très bon. Et on va partir à New York parce que ça nous fait rêver, côté aventure encore une fois, d'arriver avec plusieurs dizaines de tonnes de vin en cale devant la Statue de la Liberté. Ce sera vraiment des moments super. J'avoue que ça va être plutôt sympa. Du vin, du café, du chocolat dans vos cales. Vous avez passé un bon voyage. Comment est-ce que vous choisissez les étapes après New York? Alors les étapes après New York, en fait, elles sont basées sur le premier corps de métier de la société qui est la recherche de matières premières de qualité. Et du coup, on a un service qui va se déplacer, rencontrer les producteurs, choisir des produits, les essayer avec toujours un souci dans le développement durable. Justement, cette démarche de développement durable, elle est présente dans le choix de vos matières premières, mais aussi dans la fabrication du chocolat à Morlaix. Alors oui, elle est présente dans tous les secteurs. Et en parlant de la matière première, la première chose, c'est qu'on ne va pas transporter de la fève de cacao. C'est aussi dans un souci de développement durable, ce sera de la masse de cacao. Donc la fève de cacao, c'est quoi la différence? Donc, on va la torréfier. Ça va permettre de stabiliser le goût pour le transport. Et en plus de ça, ça permettra de laisser de la valeur ajoutée dans les pays producteurs. Et ça, c'est vraiment cool. Le chocolat, il est fabriqué à Morlaix par des personnes en situation de handicap aussi. C'est assez cohérent en fait dans notre projet. Aujourd'hui, si je te demandais, Evan, d'aller enfiler des tablettes dans les papiers toute la journée, tu ne serais pas capable de le faire. Mettre une machine, ce serait très simple, hein. Mais y a des personnes qui sont dans des ESAT et ces tâches répétitives vont les stabiliser, les conforter et leur donner un moyen de s'intégrer dans la société. Et on trouve ça plutôt cohérent de les faire travailler avec nous. Eh bien écoute, c'est un super projet dont je suis très fier de mettre la lumière dessus ce matin dans l'émission. On parle, mais on va maintenant passer à l'abordage du voilier, on peut dire ça? Oui, on va monter à bord plutôt. Allez, on va monter à bord. En attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette tablette? Anne Fanté, une idée? Tu me la ramènes sur le plateau tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il en reste. Si. Je crois qu'il y a des amateurs autour de cette table. À tout à l'heure, Evan. Alors, je vous le disais au début de l'émission, l'épidémie de coronavirus continue de progresser en France et ils sont toujours là mobilisés, soignants, médecins et équipes médicales. Merci à tous ici présents d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Docteur Basile Henriot, vous êtes membre du collectif Interhôpitaux. La situation est très critique en Bretagne. Comment se prépare aujourd'hui dans les hôpitaux à cette potentielle deuxième vague qui plane sur nous comme une épée de Damoclès? La principale difficulté, c'est de vivre avec le Covid. Les hôpitaux ont déjà vécu une vague de déprogrammation massive à travers les plans blancs à l'orée du confinement, avec beaucoup de patients qui ont été laissés sur le
sur le bord de la route, des gros retards diagnostiques en oncologie, des infarctus qui sont passés inaperçus et avec les retards déjà de consultation et des délais que tous les patients connaissent, c'est aujourd'hui difficile d'envisager à nouveau ça. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on essaie, c'est surtout de vivre avec, c'est d'implémenter le Covid au quotidien dans l'hôpital, comme on le ferait d'autres maladies infectieuses hautement contagieuses, comme une tuberculose ou la grippe, etc. Et d'essayer vraiment de ne pas repartir sur des secteurs dédiés comme on avait réussi à le faire, sauf sur les grosses structures qui en ont la capacité, mais surtout d'intégrer ça à nos pratiques quotidiennes. Et 7 mois de mobilisation, quel est l'état d'esprit aujourd'hui du corps soignant? Le moral, il est en berne aujourd'hui? On est très fatigué. Alors nous, la situation en Bretagne est un petit peu particulière parce qu'effectivement, pendant le confinement, on s'attendait à un tsunami. On regardait ce qui se passait avec nos collègues de l'Est, de régions parisiennes, qui étaient vraiment submergés de ces services qu'ouvraient des étages entiers dédiés à des médecins, la maladie Covid qui ouvraient sur tous les jours. C'était assez effroyable. Donc on s'est préparé à dormir à l'hôpital, on s'est préparé sans masque, sans tenue, sans rien. Finalement, la région était relativement épargnée et pendant que tous les soignants nous applaudissaient, nous, c'était pour la première fois qu'on pouvait expérimenter des conditions de travail au niveau horaire normal. Pour la première fois, nos services n'étaient pas pleins à bord, à chercher des lits dans tous les sens, à négocier des examens en permanence. Et par contre, à la levée du confinement, on est reparti sur cette retour à la normale. On va y revenir tout à l'heure. Bastien Letouvé, vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous êtes allé prêter main forte à vos confrères à Paris au mois de mars. Alors, on l'a vu, ce soutien populaire au plus fort de la crise. Comment vous avez réagi face à ces hommages? Ça fait plaisir. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est réconfortant d'entendre que les gens reconnaissent... se rendre compte aussi de l'effort qui a été fourni, qui était monstrueux. Enfin, les soignants ont décuplé leurs heures de travail. Enfin, comme vous le disiez, les gens dormaient à l'hôpital. Et donc, ces applaudissements, quand on réussissait à sortir le soir, d'entendre que tous les gens à la fenêtre applaudissaient, c'était quand même très réconfortant. Ça montrait que les gens se rendaient compte que pendant que certains étaient confinés par la force des choses, d'autres luttaient vraiment contre la maladie. Docteur Henriot, c'est comme si l'opinion publique redécouvrait ou découvrait l'envers du décor du monde hospitalier? Je pense qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience quand même de notre vulnérabilité en tant qu'être et de celle de la société, oui. Et en même temps, le paradoxe, c'est que beaucoup de monde pour applaudir, beaucoup moins de monde pour manifester, quand il a fallu manifester. Je pense que la santé, c'est difficile à concevoir quand on est soi-même malade, avant de l'être. Et les gens qui se mobilisent sont souvent des gens quand même bien portants. Donc effectivement, fédérer, c'était difficile, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus de soutien depuis, d'abord par les collectifs interurgences et maintenant par le collectif interhôpitaux. Les manifestations sont de plus en plus soutenues, elles tiennent dans la durée, donc je pense qu'il y a... Pascal Royer, vous faites partie de l'association France Asso Santé de l'antenne Bretagne, association qui représente la voix des usagers. Comment on analyse cette émotion collective qui a surgi en faveur des soignants pendant le confinement ? C'est vrai que nous, en tant que représentants d'usagers, sur le terrain, on est toujours admiratifs de ce que font les soignants. Soignants, praticiens, pour nous, on considère que c'est vraiment un boulot qui est très prenant. Nous, on sent bien depuis très longtemps qu'il y a toujours de la tension. Et moi, j'avoue que dans les hôpitaux où je tourne, clairement, on voit depuis longtemps des soignants qui sont toujours à fond. Et c'est vrai qu'on s'est dit ça va péter parce que là c'est encore pire. Donc, et finalement ça a tenu. Donc clairement nous on a applaudi, mais ça fait longtemps qu'on applaudit les soignants. Clairement, on n'est jamais contre les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, jamais. Au contraire, on aimerait être plus entendus, clairement. Je trouve que parfois, hélas, on a été, pendant cette première séquence Covid, on a été un petit peu beaucoup même mis de côté. On est revenu, je parle au niveau des administratifs principalement au sein des hôpitaux. C'est là où le bas blesse, je pense, principalement. Et clairement, on est toujours à fond. Alors, on va retrouver Étienne Adelin. Vous êtes brancardier à l'hôpital de Saint-Malo. Est-ce que vous trouvez que le regard et les comportements ont changé vis-à-vis du corps soignant depuis le confinement ? Oui, c'est essentiellement. Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, il y a eu un gros changement. Moi, je trouve qu'il y a quand même un facteur. Je trouve qu'il y a de l'admiration. Il y a
le mot est peut-être un peu fort, mais il y a eu un changement de comportement effectivement entre le 16, enfin le début du confinement et le déconfinement en fait. Il y a eu une attention particulière effectivement. Voilà, il y a des messages qui font toujours plaisir. Enfin sinon au quotidien, moi dans ma pratique, à part mettre le masque, il y a pas grand chose qui a changé en fait. On est vraiment, la vie a repris son cours. Effectivement, on vit avec le Covid et à part mettre des masques 8 heures par jour, pas grand chose n'a changé en fait. Et à travers une exposition, vous avez voulu rendre hommage aux soignants avec cette exposition qui s'appelle 100% soignants. Vous avez voulu mettre en lumière vos collègues. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous travaillez là-dessus. Quel était le but ? Le but était assez clair, il est de mettre en valeur des gens dont on n'entend absolument pas parler. C'est un peu des travailleurs de l'ombre en fait, et en faisant de la photo depuis une dizaine d'années et en étant à la fois fonctionnaire hospitalier, l'idée a mûri dans ma tête et puis je me suis dit que un projet photo en parlant de soignants, en les montrant sans forcément, en gardant un peu une sorte d'intimité, en alliant le soin et le portrait, c'était important pour moi de montrer, ce qui se fait tous les jours en fait, le quotidien des soignants, en valorisant des gens qui le méritent, qui sont extrêmement bien formés et qu'on ne voit jamais. Bon là on en a parlé pendant le confinement, mais c'est les soignants, on les voit jamais. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont autour de nous, on sait qu'il y a des hôpitaux proches, tout ça, des structures de santé, mais on ne les voit jamais. Donc voilà, mon travail, ça a été de valoriser ces soignants qui sont, comme vous disiez, en première ligne, qui ont été en première ligne. Et justement, vos collègues, ils ont été surpris par votre démarche ? Oui, au début, c'était assez... il y a eu beaucoup d'interrogations, et pourquoi et en même temps, faire rentrer un appareil photo à l'hôpital, c'est très compliqué. Donc il m'a fallu 6 mois à peu près pour cadrer les choses, expliquer, reformuler, et puis surtout expliquer aux gens que ce projet photo allait les valoriser, les mettre en avant. Et puis c'était important, c'est important de parler de soins, c'est primordial. L'hôpital, on y naît, on y est soigné étant adulte, et puis on y meurt aussi de temps en temps. Donc c'est important. Et puis les Français sont attachés à leur système de santé. Donc il faut parler des soignants. Parlons des soignants. On va en parler tout au long de cette émission. Alors la crise du Covid-19 remet plus que jamais sur le devant de la scène la crise profonde que traverse le monde hospitalier. Voici un récapitulatif en chiffres et en images. T'as applaudi les soignants, toi, pendant le confinement ? Évidemment, tous les soirs. Les soignants sont nos héros, mais où en est-on aujourd'hui des promesses d'amélioration de leurs conditions de travail et de salaire ? Après les primes spéciales, les accords de Ségur de juillet prévoient une hausse minimum de salaire de 183 € net pour l'ensemble des personnels paramédicaux, infirmiers, aides-soignants et non médicaux, agents techniques et administratifs des hôpitaux et des EHPAD publics. Les auxiliaires de vie ne sont pas oubliés non plus. Une prime de 1 000 € leur a été promise. Au programme également, la création de 15 000 postes dans les établissements de santé et de 4 000 lits supplémentaires à l'hôpital. Des moyens supplémentaires, certes, mais si on veut vraiment aider les soignants à lutter contre le Covid, la balle est aussi et surtout dans notre camp. Les gestes barrières, ça vous dit quelque chose ? On se lave fréquemment les mains, on ne se fait pas la bise, on ne se serre pas la main, on garde ses distances et on évite les rassemblements trop nombreux. Aide-toi et s'il le faut, les soignants t'aideront. Plus de 3 mois après le Ségur de la santé, Dr Henriot, quel enseignement a-t-on tiré de ces derniers mois ? Est-ce qu'il y a des points positifs quand même ? Je pense que depuis que je suis né, c'est la première fois que la santé devient un enjeu politique. On n'a jamais vu ça dans les municipales, dans les présidentielles, etc. La santé était toujours au second plan. Elle est devenue au premier plan. J'espère qu'elle va le rester. La revalorisation salariale, notamment de tous les bas salaires, c'était une nécessité très bienvenue. Et malheureusement, les problèmes de fond qui font qu'aujourd'hui l'hôpital public est dans l'état où il est n'ont été qu'effleurés. Bastien Le Touvet, vous travaillez à l'hôpital privé de Sévigné. Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux loti que vos confrères du public ? Alors mieux loti, je ne pense pas. C'est des fonctionnements en fait qui sont
un peu différents. Et après, est-ce qu'on est mieux loti en termes de conditions de travail? Je ne suis pas sûr. Enfin, il y a des difficultés de recrutement de personnel non médicaux comme partout. On a des difficultés de lits aussi, avec un manque de place et des manques de lits. Donc, est-ce qu'on est mieux loti? Non, on a des organisations probablement différentes. On a des rôles aussi un peu différents. On a une clinique, nous, essentiellement chirurgicale, donc on a une participation à la santé des patients qui est une mission un peu différente. Mais est-ce qu'on est mieux loti? Objectivement, non. Étienne Adelin, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qui pourrait fondamentalement changer dans votre quotidien? Quelle serait la mesure qui pourrait changer les choses? C'est une bonne question, ça. Ça serait difficile à dire. En fait, à titre personnel, en fait, pendant le confinement, en rêvant du déconfinement, je me suis dit que les choses allaient changer, qu'on allait parler peut-être un peu plus du vivre ensemble, peut-être plus d'écologie, plus de... Et puis le déconfinement est arrivé, et puis non, en fait, on a complètement occulté toutes ces questions, et on est reparti. Les politiques l'ont bien dit, il fallait reconsommer, il fallait reprendre une vie normale. On a été appelés à reprendre une vie normale, en respectant les gestes barrières, évidemment. Mais voilà, très honnêtement, à mon niveau, je vois pas ce qu'on pourrait... je sais pas comment faire pour que ça aille beaucoup mieux, quoi. Et Pascal Royer, votre association France Asso Santé a participé aux discussions sur le Ségur de la Santé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Quels étaient vos points de revendication? Nous, la première des choses, c'était qu'effectivement, on se bat pour le patient, clairement. Mais pour nous, le fait que le patient soit bien soigné, ça veut dire que toutes les équipes autour soient bien dans leur basket d'une certaine façon. Donc ça veut dire, et je suis comme vous, effectivement, clairement, on a, au niveau du Ségur, il a été parlé de tout ce qui est revalorisation salariale, mais en fait, c'est tout le système de santé qui est à revoir réellement. Clairement, on a travaillé sur les salaires, on a travaillé sur les primes, mais c'est un pis-aller. Il y a toute l'organisation, il y a des problèmes de place, il y a des problèmes au niveau psychologie. On s'est aperçu, par exemple, j'étais encore en commission d'usagers la semaine dernière dans 3 hôpitaux. La première des choses qui m'ont été dites, c'est augmentation très forte de la violence des patients et surtout des usagers extérieurs, c'est-à-dire des entourages, auprès des soignants. Ce sont des choses que vous constatez, docteur Henriot, Bastien Letouvé? Alors, en fait, effectivement, c'est des choses que l'on voit, notamment parce qu'on a dû restreindre les visites des familles. Exactement. À cause du Covid, la clinique où je suis, on a même, à l'heure actuelle, interdit, sauf soins palliatifs, cas particuliers, les visites. Et c'est source pas d'incompréhension, mais d'énervement assez facile de la part des familles et de non-respect. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui forcent le passage. Et c'est vrai que cette relation avec les patients, on n'a pas de problème avec nos patients. Et effectivement, avec les entourages, c'est compliqué et ça l'est pas moins. Docteur Henriot, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de l'hôpital public dans les mois à venir, les prochaines années? Ce sera ma dernière question sur ce thème. Optimisme de nature, oui. Sur l'hôpital public, quand même moins. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, vous allez au travail et vous dites faut y aller quand même? J'ai une équipe formidable. D'accord. Optimiste, Bastien Letouvé, il nous reste... Optimiste, il faut. Je crois qu'on adore tous notre boulot. Enfin, moi, le premier, j'adore mon boulot. Je ne peux rien faire d'autre, je ne ferai rien d'autre. Après, c'est les choses qui pourraient nous améliorer, ça nous dépasse complètement, nous, les médecins. Ça vient de beaucoup plus haut. Pascal Royer, un dernier mot. Alors, optimiste, oui, parce que comme mon collègue, effectivement, de nature optimiste. Par contre, très circonspect sur l'avenir parce que l'humain est ainsi fait qu'on revient facilement à nos vieilles habitudes et ça pose un gros souci. Merci à vous pour ce thème. Merci Étienne Adelin. On vous remercie d'avoir été avec nous depuis Saint-Malo, près de Saint-Malo. On va prendre l'air maintenant, direction le Morbihan, où nous retrouvons Evan à bord du voilier cargo Grain de Sail. C'est ça, Evan? Et oui,
prêts à monter à bord du navire du voilier cargo Grand Sail. Mais Anne Fantet, j'aimerais bien, avant vous poser une petite question à toi et tes invités. Est-ce que vous faites attention à la provenance des produits que vous consommez au quotidien, comme, je sais pas moi, votre pantalon, des kiwis, votre appareil électroménager? J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Moi, ça dépend, mais je sais pas vous. Faites attention, ça fait partie de vos priorités. Moi, à titre personnel, oui. je regarde d'où ça vient en fait. D'accord. Et c'est compliqué de trouver des choses proches. Et vous, messieurs? Ah, totalement. Oui. Oui, le local en priorité. Je crois qu'on est plutôt bon élève sur le plateau. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que on consomme tous des produits qui viennent de loin, même si on essaye de faire un peu plus local, mais on en consomme tous. D'ailleurs, 4% des gaz à effet de serre sont générés par le transport maritime. Et en 2030, si rien ne change, ce serait plutôt 20%. Loïc, Faustine, vous êtes tous les deux membres de l'équipage de ce voilier cargo. Ça vous inspire quoi, ce chiffre? Nous, on est des marins de marine marchande, donc ce chiffre, on le trouve plutôt pas mal. Parce que 4% pour 80% des marchandises transportées, on pourra la blâmer, cette industrie du transport maritime. Mais elle est relativement propre. D'ailleurs, Faustine, cette industrie du transport maritime, comme tu dis, toi, t'en viens en fait. Oui, exactement. Moi, en fait, j'ai travaillé sur des pétroliers avant de pouvoir travailler sur Grand Sail. Et c'était un métier passionnant où j'ai pu acquérir mon expérience maritime. Et donc aujourd'hui, on a quand même besoin de ce gasoil, même à bord de Grand Sail. Du coup, ma question, c'est pourquoi avoir eu envie d'aller chercher vos fèves de cacao et de café à l'autre bout du monde, à la voile? La réponse facile, ce serait pourquoi pas, mais la vraie réponse, Merci, c'est ça parce m'arrange. qu'on est capable de le faire, donc peut-être que c'est plus compliqué, mais c'est tellement plus rigolo. Combien de temps vous allez mettre? On est d'accord que vos matières premières, elles sont principalement en Amérique du Sud. Combien de temps est-ce qu'on met à la voile pour y aller, Faustine? Normalement, on devrait mettre autour de 3 semaines. Après, évidemment, selon les conditions météorologiques, ça peut varier, mais ça devrait être autour de 3 semaines. Et oui, parce que s'il n'y a pas de vent, on fait comment? On faiblit. On faiblit, on pêche, on s'occupe du bateau, on l'entretient, et puis on mange du chocolat attend, dans la cale. Oui, exactement. Et on pourrit le routeur aussi. Il y a combien de membres de l'équipage à bord? On sera 4 à bord, à rallier New York. Et alors quel poste? Capitaine, lieutenant? Lieutenant, navigation, mais bon, on est à bord d'un voilier, on sera 4, donc vous doutez bien qu'on aura plus ou moins tous les mêmes tâches à bord. Et alors, j'ai envie de te demander, c'est pas trop dur d'être la seule femme sur un équipage avec trois gaillards comme Loïc? Non, j'ai la chance de m'entendre très bien avec eux, et bon, c'est vrai que voilà, il faut savoir faire ses preuves, mais c'est un domaine qui est aussi très intéressant, et rien que l'envie et la motivation, ce sont des moteurs qui me donnent envie de mener ce projet à bien. Bon, Loïc, on va faire la visite du bateau tout à l'heure. Tu peux peut-être juste ouvrir la porte et nous expliquer très rapidement ce qu'il y a derrière toi? Ça, c'est Didier. Donc, Didier, il est menuisier et il est en train de faire de la finition. Tout ça, c'est vos parties... Donc là, à ce niveau-là, on a une station de radiocommunication avec un frigo. On n'est pas des sauvages, on a un frigo et une machine à laver à bord. Bon, écoute, on va continuer la visite tout à l'heure. On va aller voir aussi la cale où seront stockées les matières premières. Et en attendant, je propose qu'on se prenne un petit café et un petit carré de chocolat. Ça vous va? Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Bonne pause. Allez, on ouvre maintenant une autre page emploi. Je vous propose de découvrir ce matin un métier inconnu, peu connu, disons, le métier d'ergothérapeute. Donc là, on va voir les différentes façons d'utiliser le volant. Parce qu'à chaque fois, ça fait des gestes et une posture différente. Sébastien Flomé, donc j'ai 47 ans, je suis ergothérapeute depuis 1998. Le métier d'ergothérapeute, donc, il touche tous les champs au niveau de l'intervention auprès des personnes en situation de handicap. On peut intervenir à la fois sur le déficit de la personne, sur les conséquences du déficit dans l'environnement et sur l'environnement lui-même. Par rapport aux séances que je fais avec le simulateur, donc ce sont pour des jeunes qui sont en âge de passer le permis. On adapte le poste de conduite, on fait des essais sur le matériel que le jeune aurait besoin. Voilà, donc là tu vas reculer ton siège, donc c'est la manette qui est tout en bas. Celle de tout en bas. Donc après, tu te souviens, pour le frein et l'accélérateur, c'est que pied droit. Donc on va faire comme ça. Et je vais rajouter la commande au niveau du frein, au niveau de la main.
Et maintenant, tu peux essayer de tester. Tu verras, normalement, c'est mieux. Nous, c'est toujours finalisé vers quelque chose, vers un but. Par exemple, le jeune a du mal à couper sa viande, donc le geste, ça va être travailler au niveau du geste, par exemple, pour couper la viande. Le fait d'avoir le suivi en ergothérapie, c'est d'avoir une passerelle, de lui apporter les choses, que le jeune puisse se débrouiller seul, par lui-même, et qu'il n'ait plus besoin de moi. Voilà, c'est mon objectif. Passer en position D. Lâchez le frein. C'est son releveur de pied droit qui pêche un peu. On peut essayer, c'est d'inverser la pédale d'accélérateur. Tu sais, on peut la mettre du côté gauche. Tu veux qu'on essaye ? Tous les jours, il faut donner le maximum parce qu'on est là pour les jeunes, on est là pour qu'ils progressent. Indirectement, notre boulot, c'est le jeune qui fait le travail. C'est lui qui avance. Mais grâce à nous, mais c'est lui qui avance. Quand un jeune quitte le service, bon, ça fait un petit pincement au cœur, mais on se dit qu'on a fait notre travail et ça me redonne de la motivation justement pour les nouveaux qui arrivent. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Louise Landman va nous éclairer ce matin. Bonjour Louise, vous êtes conseillère Pôle emploi à Vannes. Dans quelle situation peut-on faire appel à un ergothérapeute d'abord ? Alors, un ergothérapeute déjà a pour mission de rééduquer les personnes de tout âge, comme on a pu le voir dans le reportage précédent, atteintes de troubles sensoriels, moteurs ou mentaux, qui va les handicaper tous les jours et va les aider à retrouver autonomie et indépendance. Il va aussi constituer et réaliser des appareillages de type attelle, orthèse. Et comment fait-on pour devenir ergothérapeute ? Alors, pour devenir ergothérapeute, il faut déjà avoir validé le diplôme d'État d'ergothérapeute. C'est une formation qui se déroule sur 3 ans, qui est payante. Il se déroule au sein des 23 établissements de formation d'ergothérapie, dont l'un qui est situé sur Rennes. C'est une formation qui se fait sur un concours. Il faut être titulaire du baccalauréat issu d'une formation plutôt scientifique. L'inscription se fait sur Parcoursup et la sélection se fait sur dossier. Dans le cas d'une évolution ou d'une réorientation professionnelle, il est possible aussi de préparer le diplôme dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience que l'on appelle la VAE ou alors dans le cadre d'une formation continue. Quelles sont les qualités attendues pour exercer ce métier ? Alors, c'est un métier avant tout humain. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de la personne, du patient, de la famille, savoir faire preuve d'empathie, avoir un excellent relationnel, savoir s'adapter, également faire preuve de patience, de volonté et être créatif et autonome, notamment dans le cadre de la conception des appareillages. Et y a-t-il beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir sur ce métier ? Alors, nous avons peu d'offres sur les sites emploi. C'est pourquoi il faut privilégier en fait la candidature spontanée au sein d'établissements de soins, de santé, des centres médicaux. C'est une question qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Combien gagne-t-on quand on est ergothérapeute ? Alors c'est une fourchette en tout cas assez large parce que ça varie en fonction de l'âge et de l'expérience de la personne. Une personne qui débute va percevoir en tout cas 1 350 € brut, net, et peut aller jusqu'à 2 750. Et pour ceux qui veulent faire une candidature spontanée pour devenir ergothérapeute, est-ce que vous avez un conseil à leur prodiguer ? Oui, alors c'est vrai que comme nous sommes sur un métier caché, donc il est important de développer son réseau personnel et professionnel. C'est pourquoi je vous invite également à aller sur le site La Bonne Boîte qui a été évoqué dans une émission précédente pour avoir une visibilité sur les entreprises qui sont susceptibles de recruter. Merci beaucoup Louise Landman pour toutes vos précisions. Et allez, un dernier petit conseil pour la route côté emploi. On le néglige souvent, mais comme le disait à l'instant Louise, le réseau peut constituer un bon vivier pour trouver du travail. Comment se le créer ? Arthur Pertigos nous dit tout. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chefs d'entreprise. Comment se faire un réseau ?
vos amis, votre famille, c'est déjà un début de réseau. Tout comme vos anciens collègues de travail, camarades d'études ou de formation. N'en doutez pas, vous avez déjà un réseau bien développé. Il faut juste s'en rendre compte. Salons, forums pour l'emploi, réseaux sociaux professionnels, agrandissez votre réseau. Ils sont faits pour ça. Et n'hésitez pas à engager la conversation. Pour cela, donnez envie de garder le contact en étant clair sur votre projet, enthousiaste et surtout à l'écoute. Le réseau, c'est obtenir de l'aide et en donner. Le jour où vous en aurez besoin, ces connaissances pourront être des relais utiles pour progresser, évoluer, trouver une information sur une entreprise et même du travail. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour nos petites astuces emploi. Comme il est de coutume dans cette émission, on va passer à notre chapitre solidarité. Connaissez-vous l'électronisme? C'est la contraction d'illettrisme et électronique. Eh bien, on peut tous s'engager pour faire reculer cette inégalité. Regardez. Cool d'avoir appris à Tati à se servir d'Internet. Oui, ça me donne envie de faire du bénévolat pour aider plein de gens. Mauvaise maîtrise de l'usage d'un ordinateur et surtout d'Internet, près d'1 Français sur 6 est touché par l'électronisme, c'est-à-dire l'incapacité de se servir des outils numériques. Il y a donc du boulot. Pour devenir bénévole, il suffit de proposer vos services à une association près de chez vous, comme Emmaüs Connect ou Dopamine. De 3 heures par mois à 3 heures par semaine, à vous de choisir le temps que vous pourrez y consacrer. Au préalable, on vous proposera une formation rapide. Avant de s'engager dans une association, Charlotte a commencé par aider sa grand-mère. Donc je l'ai aidé à aller sur sa messagerie, à écrire ses mails, à les lire et surtout à les envoyer. Et j'ai trouvé ça très enrichissant. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aider les personnes âgées à se servir des outils numériques? C'est dont on en a le plus besoin aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à faire comme moi, à prendre un peu de votre temps et à aider les personnes âgées à se servir de ces outils. Et vous pouvez aussi devenir médiateur numérique pendant votre service civique. Voilà, vous avez toutes les clés pour devenir bénévole dans la lutte contre l'électronisme. N'hésitez pas. Et sur le territoire breton, depuis 2007, l'association Défi mène le combat contre l'électronisme. Bonjour Mickaël Leblond, merci d'être avec nous depuis l'Annester. Alors on chiffre à 13 millions le nombre de Français qui souffrent d'électronisme. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes mobilisés sur la question. Pourquoi la situation ne cesse de s'aggraver ? Tout simplement par un facteur qui est simple, hein, c'est-à-dire que la numérisation des services publics et privés va bien plus vite que la capacité qu'ont les gens à s'emparer de ces outils, en fait. Et donc, ça crée un écart qui, chaque année, augmente. Hein, et c'est pour ça qu'effectivement, le travail ne manque pas. On estime à peu près sur la région Bretagne, il y a à peu près 5 à 600 000 personnes qui sont en difficulté face au numérique. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 aggrave ces inégalités ? Alors, l'aggrave, oui, et l'a accéléré. L'a accéléré parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le télétravail, que l'accès à l'éducation, aujourd'hui passe par le numérique et implique effectivement un accompagnement de tous les foyers sur ces questions-là. Et comment vous entrez en contact avec ces personnes qui souffrent d'électronisme ? Alors, on travaille avec le maillage territorial, avec des travailleurs sociaux, des CCS, des structures d'insertion qui, aujourd'hui, nous connaissent et nous repèrent pour orienter des gens qui ont des besoins. Donc, on a notamment des conventions avec le département dans le cadre du plan départemental d'insertion. On intervient dans le cadre des politiques de la ville. Donc, on a des financements aussi qui nous l'autorisent. Et qu'est-ce que vous disent ces personnes qui en souffrent ? Qu'est-ce qui les bloque finalement Alors, la honte ou la peur de ne pas savoir faire, hein, je fais l'analogie avec les gens qui ne savent pas nager, c'est-à-dire qu'on ne sait pas nager parce qu'on n'a pas appris. Pour autant, les gens, c'est un sujet presque tabou, on a peur, on a des grosses appréhensions et pour le coup, il faut déjà rassurer, mettre en confiance, c'est le préalable. Et comment vous tentez de casser ces barrières ? Par quelle technique ? Alors, la confiance en soi, la bienveillance, la pédagogie, il faut beaucoup de patience et surtout laisser faire la personne, la laisser pratiquer, la rassurer pour lui expliquer qu'elle ne va rien casser, qu'il n'y a pas de danger et puis l'accompagner progressivement. Hein, ça demande du temps. Bastien Letouvé, comment l'électronisme dont on parle peut avoir des effets, par exemple, sur le parcours de soins ? Est-ce que c'est des choses que
que vous constatez au quotidien? Comme vous le disiez, hein, la numérisation a pris beaucoup de place dans les établissements de santé. Il y a beaucoup maintenant de documents administratifs qui se font de manière dématérialisée. Il y a maintenant la téléconsultation qui existe et qui, nous, dans notre spécialité, c'est beaucoup développé. Et c'est vrai que pour certains patients, ça peut être handicapant. Après, sur l'expérience courte qu'on a, par exemple sur la téléconsultation, l'entourage aide beaucoup à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a eu quand même peu d'échecs, notamment de téléconsultation, parce que les patients un peu âgés avaient un de leurs enfants ou petits-enfants qui venaient les aider, qui les accompagnaient justement pour faire ça. Et ça se passe plutôt bien. Et en tant qu'usager, pour les usagers de soins de santé, est-ce que l'électronique, ça fait partie d'un... Ah, ça fait partie, oui, effectivement, d'un vaste sujet. Alors, oui, c'est vrai sur lequel vous êtes engagé, j'imagine. Tout à fait. Comme disait Bastien Touvet, c'est clair que avec la séquence Covid, on a eu une montée en puissance de la télémédecine qui a été quand même très forte, qui est venue plus vite que ce qui était prévu finalement. Puis on s'aperçoit que ça passe bien. Effectivement, on a aussi, très curieusement, on a plus, ce sont plus les personnes âgées qui sont d'un certain âge qui ont vraiment joué le jeu. Alors que les jeunes étaient peut-être un peu plus rétifs, quoi. C'est assez curieux, effectivement. Et nous, dans nos maisons des usagers, clairement, on a eu de plus en plus de demandes de gens qui venaient avec un ordinateur, comment on fait, etc. Donc c'est vrai que là, il y a eu aussi un tournant. Mickaël Leblond, vous êtes d'accord avec ce que dit Pascal Royer? Alors tout à fait, comme je l'exposais à l'instant, ça prend une place de plus en plus importante dans tous les actes de la vie quotidienne. Là, on parle de médecine, on parle aussi de culture, d'achat aussi, de consommation. Donc aujourd'hui, effectivement, les besoins sont transversaux. Et la question de l'âge, effectivement, est un faux problème dans le sens où, effectivement, on va avoir tout type de public qui auront besoin d'accompagnement. Je pense aux jeunes pour lesquels on intervient dans le cadre en partenariat avec la mission locale. Je pense aussi aux adultes, mais aussi aux seniors qui ont aussi des envies d'apprendre. Et si demain je veux devenir bénévole dans votre association, quelle est la marche à suivre? Alors tout simplement contacter notre association et puis après voilà, on a un temps d'échange, on explique bien le fonctionnement, quels sont les attendus, on accompagne aussi le bénévole dans son apprentissage de tutorat et puis après il faut s'investir dans le temps pour bien connaître aussi les gens, hein. La relation de confiance est essentielle. Merci beaucoup, Mickaël Leblond, d'avoir été avec nous. Encore une petite question, Pascal Royer. Est-ce que vous connaissiez cette association ? J'en avais entendu parler parce qu'effectivement sur l'hôpital de Fougères, on a des gens de cette association qui viennent nous rencontrer, mais sans ça, non, très très peu, mis à part sur ce sujet-là. Je crois que Mickaël Leblond a encore un petit mot à nous dire. Oui, alors je profite de votre émission pour faire un appel aux collectivités, aux entreprises. On a un atelier de réemploi de matériel informatique qui éprouve des besoins en dons matériels parce qu'on fait du reconditionnement de machines. D'accord. On a beaucoup travaillé, notamment pour des foyers d'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, on recherche du matériel. Donc, si d'aventure des entreprises ont du matériel qu'ils n'utilisent plus, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec notre association. Je crois que Pascal Royer a un bon carnet d'adresses. Vous pouvez peut-être des pistes pour Mickaël Leblond. Absolument. Oui, vous pensez à quelque chose en particulier ? Oh, faut creuser. Merci beaucoup, Mickaël Leblond, d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va faire un petit saut près de la côte où nous attend Evan. Est-ce que tu es prêt à partir pour l'Atlantique, là ? Comme tu peux le voir, pour l'instant, on commence par du café, puisque dans cette cale Enfante, il y aura bientôt du café et du chocolat. Faustine, tu peux nous présenter un petit peu cette cale qui va bientôt partir en Amérique du Sud pour le coup? Oui. Donc ici c'est la cale ou plutôt la cave parce qu'on transportera également des palettes avec du vin. Ah, le vin c'est à l'aller? Oui. Le vin ce sera à l'aller et au retour de la masse de cacao et du café. Donc on n'a rien inventé sur le principe de cette cale, c'est-à-dire qu'on aura donc des sangles à cliquer pour amarrer les palettes et des coussins de calage. C'est des techniques qu'on peut retrouver en fait dans l'industrie du conteneur. Et alors cette cale, elle est aussi réfrigérée? Oui, elle est réfrigérée. Ici au-dessus de moi, il y a un système de réfrigération qui est alimenté par des panneaux solaires. Donc également du verre, voilà, pour
pour alimenter cette cale. Pour aller dans le sens de votre démarche. Oh, oui. Ce serait quand même dommage que le chocolat arrive fondu, c'est sûr. Loïc, tu peux nous rejoindre. Grain Sail, c'est une entreprise qui fait du chocolat, du café. Alors comment est-ce qu'on passe du métier de torréfacteur ou transformateur de chocolat à armateur ? En grossissant, tout simplement, en faisant un développement vertical. Aujourd'hui, créer un armement, c'est compliqué pour des gens qui ne sont pas du milieu maritime. Quand on vient du milieu, c'est relativement simple. Et je pense que les fondateurs qui ont commencé à se dire on va faire du chocolat, c'était plus compliqué parce qu'ils ne sont pas chocolatiers, ils sont couverturiers. Et là, il y a une petite nuance. C'est que le chocolatier va transformer du chocolat en chocolat. Le couverturier va transformer de la masse de cacao en chocolat. Et au début, quand ils ont commencé dans la cuisine avec des casseroles et qu'ils faisaient de la pâte, ils sont partis de loin quand même. Et donc, ils ont quand même eu une sorte d'appétence pour le milieu du transport à la voile. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce voilier cargo sur pied ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de temps en amont vous avez commencé la construction et les plans ? Ça a pris des années. Là, on va partir sur un deuxième bateau. Le process pour construire un bateau, c'est 7000 heures de bureau d'études à peu près. 7000 heures, ça fait plusieurs mois quand même. Non, il faut s'y mettre à plusieurs. Oui. Et après, il faut passer via les sociétés de classification habilitées, il faut faire les démarches auprès des différentes administrations, qui sont d'ailleurs très ouvertes à ces projets-là. Je pense aux affaires maritimes qui nous ont énormément soutenus dans notre projet. Et puis, il faut simplement avancer étape par étape, sans avoir une trop grosse conscience du travail qu'il y a derrière. Parce que sinon on ne le ferait pas. Alors ce voilier cargo, il part dans quelques semaines pour l'Amérique, on disait, et il y en a déjà un deuxième dans les cartons. On est dans une société où on est en train d'augmenter nos besoins de transport. Ici, on peut transporter 50 tonnes. Et avec nos projections, l'objectif, c'est de le mettre en construction à la fin de l'année prochaine. Et la capacité de chargement, ce sera 250 tonnes. Celui-ci, c'est combien ? 50. Ah oui, donc c'est x5. Ce sera un voilier beaucoup plus gros et également avec certainement plus de personnel à bord. Faustine, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette aventure ? Moi, c'est transporter des bons produits et à la voile. Je trouve que c'est deux choses qui me plaisent énormément. Et toi, Loïc, rapidement ? C'est de rigoler, tout simplement. Ça, on avait bien compris. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cette visite. Bon vent. Départ à Saint-Malo d'ici la mi-octobre. Quant à moi, j'ai acheté quelques tablettes de chocolat. Mais Fanté, j'ai oublié ma carte bleue. Du coup, tu peux envoyer un chèque à toute l'équipe. Comme ça, on s'arrange, quoi. Quel petit filou. Merci beaucoup, Evan. Et essaye de nous garder quand même quelques carrés de chocolat. Ne mange pas tout sur la route. Je compte sur toi. Oui, je t'en garderai peut-être un ou deux. Merci à tous nos invités ici présents d'avoir été avec nous. Demain, dans Ensemble c'est mieux, nous faisons un premier bilan sur l'expérience inédite du télétravail depuis le confinement. On en parlait tout à l'heure. Un sujet qui a alimenté nos conversations depuis ces 7 derniers mois. En attendant de vous retrouver dès demain, à suivre quelques minutes votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Vous avez regardé votre programme préféré avec Terre de Fenêtres ? Fenêtres, baies, portes et volets pour rénover votre habitat. Vous avez partagé de bons moments devant votre programme avec les créateurs cuisinistes Cuisine Référence. Cuisine Référence,